Vendredi, 21h, mesdames, messieurs, vous en avez désormais l'habitude. C'est votre tribune panafricaine qui s'installe dans les chaumières. Que vous soyez du côté de Brazzaville, nous sommes avec vous. Que vous soyez du côté de N'Djamena, cette émission est pour vous. Que vous soyez à Kinshasa, Kulinda Africa, et votre émission qui vous renseigne sur l'Afrique, qui vous renseigne sur les positions panafricaines, qui vous donne les orientations, qui essaie d'expliquer l'Afrique telle qu'elle est et telle qu'elle se présente à la face du monde. Comme de coutume, ce soir, nous braquons nos projecteurs sur un pays africain qui va bientôt aussi être le centre d'élections. Là-bas, nous parlons du Tchad. Oui, le Tchad, N'Djamena, la capitale, qui était terre de dialogue. On l'a vu, l'opposition tchadienne s'est réunie en compagnie du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby. Mais au sortir de ce grand dialogue à la tchadienne, les voix fusent, l'opposition s'insurge contre les résolutions qui permettent, une particulière nous intéressera ce soir, au président du Conseil militaire de transition d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi? Le comment? Un Déby va-t-il succéder à un autre? Le père sera-t-il successeur du fils? La question se pose en essentiel ce soir sur votre tribune panafricaine. Kulinda Africa, cercle de réflexion panafricaniste par excellence, mesdames, messieurs. Bien le bonsoir encore une fois. Je suis la transition avant la présentation de cela que vous attendez certainement. Alors que nous parlons d'Afrique, mesdames, messieurs, vos voix comptent, vos opinions sont importantes, les discours et vos idées sont attendus aussi sur nos différentes plateformes, Info TV comme vous en avez convenance, et certainement via le numéro qui va s'inscrire au bas de vos écrans. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, vous les avez réclamés, vous les attendez. Vous, certainement, êtes en train de dire ou alors de penser où sont-ils? Ils sont là avec nous ce soir, comme de coutume. Et je commence mes présentations, ou alors la présentation, par le consultant, le référent de Kulinda Africa, celui qui pense et certainement que l'Afrique suit. Patrick Sapak, bonsoir une fois et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde, bonsoir aux techniciens qui rendent justement encore techniquement possible cette plateforme tribunicienne télévisée sur Info Télévision afin qu'on puisse apporter des lucioles à la compréhension des enjeux du combat qui menace en permanence le continent africain, qu'il faut naturellement très rapidement sécuriser pour éviter qu'il soit dévoré par le dispositif infernal final du système mondial. Je vous laisse l'exclusivité de présenter celui que je salue déjà, c'est-à-dire qui est déjà sur le plateau avec moi, mon frère co-consultant ce soir et celui qui va arriver. Donc, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde et merci encore de m'accueillir. Patrick Sapak, c'est un véritable honneur de vous avoir sur ce plateau lorsque l'on sait que vous êtes une icône en termes de panafricanisme. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Je poursuis mes présentations avec un jeune loup, certainement aux dents bien longues et bien aiguisées, qui essaye de donner sa voix au combat panafricaniste. C'est Dick Pouga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, merci de m'accueillir une fois de plus sur cette prestigieuse plateforme de Kulinda Africa. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui font l'amitié d'être présents avec nous ce soir. Bonsoir à mes éminents aînés. Mon aîné Patrick Sapak qui est déjà présent sur le plateau. Je vous laisserai le plaisir de présenter celui qui est aussi avec nous. Bonsoir au top management de la chaîne qui nous permet de diffuser dans les meilleures conditions. Et là, je pense à la personne du PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Mveng. C'est toujours un plaisir et un privilège d'être parmi vous pour apporter notre pierre à l'édifice panafricaniste. Alors, Cédric Pouga, une de vos prises de parole sur ce plateau a abondamment fait réagir, ne serait-ce que sur nos différentes plateformes. Vous êtes de la nouvelle génération, mais vous avez une prise de position panafricaniste assez dure, assez pure, assez originelle, alors que certains pourraient s'attendre à ce que vous essayiez d'aller dans des modifications structurelles du panafricanisme. Vous êtes resté dans la lignée des pères fondateurs. Oui, bien entendu, parce que le panafricanisme, comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est une idéologie qui porte une marque bien particulière. Il s'agit là de il s'agit de viser le combat qui mène à l'unification de l'Afrique et de tous les fils d'Afrique. Et ce combat est atemporel, quelle que soit l'époque,
ce combat reste d'actualité. Et vous voyez ô combien les difficultés que nous rencontrons parce que nous n'avons pas suivi le parcours tel que prescrit par les pères fondateurs. Et je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Maintenant, les enjeux d'hier, ou du moins les circonstances et le contexte d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. On peut réfléchir maintenant sur une manière d'adapter le combat, mais je pense que ce combat n'est pas dans une lignée dure. Il reste le panafricaniste et le panafricaniste. Donc, on ne peut pas le diluer ou lui enlever quelque chose. Je pense simplement qu'il faille l'adapter au contexte dans lequel nous sommes. Et je crois que le combat n'en serait que meilleur si nous restons dans la lignée telle que prescrite par les pères fondateurs. Merci Cédric Pouga pour vos mots de précision quant à la posture idéologique qui est la vôtre. Vous restez dans le panafricanisme sans le diluer, sans concession. Vous restez droit dans vos bottes. Merci, c'est tout à votre honneur de poursuivre sur la lignée des pères fondateurs. Un autre père du panafricanisme sur ce plateau aussi, Antoine Awana, vous venez d'arriver. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. J'avoue que c'était un parcours de titan, de combattants avec des embouteillages qui jonchent l'axe qui arrive à votre studio. Bon, qu'à cela ne tienne, on y est arrivé. Je présente un peu mes excuses à des milliers et des millions de téléspectateurs. L'Info TV, bon, lorsque je l'ai dit, tout ce que je ferais, c'est de saluer de manière républicaine tous les co-panélistes, oui, vous-même, et puis à notre PDG, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est grâce à lui que je suis vu. Même dans mon petit village à Zangali, je suis regardé là-bas. Je suis regardé parce que mon petit village, c'est à Zangali, là-bas, les aveugles conduisent d'autres aveugles. Il n'y a ni eau ni électricité. Mais on regarde quand même Info TV, ne me demandez même pas quelle alchimie. Les populations de mon petit village de Zangali réussissent à regarder Info TV. Lorsque je l'ai dit, je salue les orientaux, les occidentaux, je salue les Africains. Et je vais saluer particulièrement tous nos frères qui sont au Mali, au Burkina Faso, et à N'Djamena, en Guinée équatoriale et à Libreville. Mais je voudrais leur dire que pour nous, les panafricanistes, purs et durs, il est temps et il est grand temps de rebaptiser les villes au Gabon. Ces histoires de Franceville, il faut mettre Omar Bongo Ndimbaville, ces histoires de Libreville, ces histoires de Port-Gentil. Non, je préfère encore Lambaréné, tout ça, il faut rebaptiser. C'est ça l'Afrique. C'est vraiment l'authenticité africaine. Donc, je salue ces techniciens sans lesquels nous ne pouvons pas être écoutés, vus et regardés. Merci. Vous avez fait une fleur à tous nos téléspectateurs qui nous regardent justement du côté du Gabon. Permettez-moi de dire bonsoir aussi à un fidèle de Koulinda Africa, Jacques Rongou. C'est un farouche opposant du côté de Libreville. Il nous suit, je le sais. Il vous passe un bonsoir fraternel et épouse véritablement les idées qui sont les nôtres sur Koulinda Africa. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, comme vous en avez convenance, on va essayer de prendre la température, de poser, ou alors de planter les jalons de la réflexion qui est nôtre ce soir. Nous allons prendre quelques extraits qui vont nous permettre de mieux élucider l'appréhension, ou alors les appréhensions que vous avez aujourd'hui quant à la posture qui est celle du théâtre. Vous aurez des réflexions, vous aurez des prises de position, vous aurez un flashback dans l'histoire qui permettra justement à cela qui ne connaissent pas ou alors ne sont pas au courant des contradictions politiques de ce pays, de se faire leur propre idée. Une fois que je l'ai dit, j'en appelle à la réalisation et nous revenons tout de suite après. Inch'Allah. Elle compte 110 millions d'habitants. Son économie est parmi les plus importantes du monde. Et elle possède l'une des armées les plus puissantes. It's the mightiest land force in the world today, the Queen of Battles, the infantry of France. Bref, en 1939, la France est ce qu'on appelle une grande puissance. Un pays dont le rayonnement politique, économique et militaire influence la direction du monde. Jusqu'à... Et ils ont frappé. L'Allemagne a commencé la guerre. En quelques semaines, l'armée française est battue.
et les autorités se mettent au service de l'Allemagne nazie. J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France est finalement sauvée par ses alliés. Mais malgré les mouvements de résistance, elle est humiliée et perd sa place parmi les grandes puissances. Ce tremblement de terre entraîne un tsunami dans tout l'Empire français. De plus en plus, les peuples colonisés réclament leur indépendance. Et l'obtiennent. La chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. Les cortèges sillonnaient la ville pour célébrer à l'unisson du reste de l'Algérie l'indépendance toute neuve. Les Français d'Algérie rentrent vers la métropole. À partir de 1962, la France ne représente plus que 0,5% des terres du globe. Une poussière sur la carte. Pourtant, les Français décident de continuer à orienter le monde. Ou plutôt, un Français. En 1945, les États-Unis et l'URSS sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Pour la plupart des nations du monde, un choix s'impose. Se ranger derrière l'un ou derrière l'autre. Mais le général de Gaulle refuse d'être attaché à qui que ce soit. Il a alors une intuition. Pour rester indépendante, la France doit miser sur sa grandeur. La grandeur, c'est l'idée que la France est un pays à part, qui défend des valeurs tirées de son histoire, comme les droits de l'homme, et que tout ça lui donne un certain rang. Dans cette répartition de l'univers entre deux hégémonies, et par conséquent en deux camps, la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples ne trouvent décidément pas leur compte. Qui peut les soutenir mieux que nous? Il faut que la France soit la France. Après la guerre, De Gaulle gagne le soutien de Staline et surtout de Churchill. Alors, on va revenir sur le plateau justement pour ce flashback historique sur un acteur qui hier était présent, aujourd'hui est toujours du côté des pays africains et parfois dans les péripéties africaines. Je commence par vous, Patrick Sapak. L'élément que nous venons de visionner, certainement, vous donne du grain à moudre quant à la situation qui est celle du Tchad aujourd'hui. Absolument. Absolument, Stéphane Barga. Et pour que les consciences et les subconscients africains puissent être édifiés par rapport à ce script de magnétoscope que vous venez de passer, il faut comprendre justement qu'on a un adversaire constant pour la libération de nos nations. Et c'est bien évidemment ce qui tient les blocages structurels. Alors, ce qui tient les blocages structurels, ce ne sont pas totalement les brigands internationaux, mais précisément, nous avons un adversaire sérieux qui est la France. Alors, pour qu'on reste dans le cadre de ce qu'on appelle l'étude marketing, généralement, quand on est dans la mise en place d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a l'analyse diagnostique qui vous ramène le marché global, on voit l'étude de la concurrence et puis l'analyse interne. Donc nous avons dans l'étude de la concurrence un adversaire. C'est celui-là qui n'est pas un adversaire, mais pour ce que l'Afrique doit comprendre, c'est que nous avons une bataille armée. Parce que pour restituer la grandeur de la France dans le monde, eh bien, De Gaulle a mis un chantier en place, c'est celui de la guerre. Alors qu'ils ont organisé toutes les guerres, ça fait 200 guerres organisées à gauche et à droite. J'espère que vous allez mettre justement les deux autres éléments vidéo qui permettent de comprendre au niveau du Tchad comment ça s'est préparé. Pourquoi vous avez pris ce script, Stéphane Barga? C'est bien parce que ce qui se passe au Tchad, qu'on va aborder tout à l'heure, ça rentre dans le giron de la géostratégie globale qui menace l'Afrique depuis 2007. Alors, depuis 2007, il y a eu l'avènement à la tête de la France de Sarkozy, et là-dedans, directement le 25 octobre, il y a un script qui s'est produit, c'est une ONG qu'on appelait l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé, c'est une ONG qui a été sous-traitée par un couple, c'était Éric Pétro, quelque chose comme ça, avec son épouse Émilie Lelouch. Donc,
parce que c'était une ONG qui appartenait à Jean Sarkozy. Alors, il y a 103 enfants dont on dit qu'ils étaient du Darfour et que c'était des orphelins réfugiés, des choses comme ça, alors que c'était 103 enfants tchadiens qui avaient été portés. Ils ont été happés avec ces enfants-là au niveau de l'aéroport international de comment on appelle Hassan Diamous, voilà, merci, à N'Djamena. Au moins, ils étaient en train de vouloir embarquer. Alors, une fois qu'ils ont été pris, eh bien, le président Déby avait demandé que ces gens soient jugés au Tchad. Alors, ça n'a pas marché. Sarkozy a demandé qu'on les renvoie être jugés en France pour éviter que ce soit un suicide politique. Alors, premier script, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne va pas refaire l'histoire parce qu'on a déjà expliqué ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été évaporés là-bas. On avait Ramayat qui était la patronne du secrétaire d'État aux droits de l'homme qui allait faire une balade pour rencontrer ces personnalités. On ne les a jamais jugés. Ils se sont évaporés dans la nature. Alors, le deuxième script, c'est que maintenant qu'on est là, Obama est arrivé en 2008, c'est-à-dire un an après. Il faut mettre donc l'UFR en place puisque ça commence à aller dans toutes les directions. L'UFR, l'Union des forces de résistance du Tchad, qui va aller s'embusquer au niveau de la bande de Daouzou, donc dans la frontière nord du Tchad qui sépare justement ce pays avec la Libye, et on est allé prendre les hommes au niveau de la Libye là-bas qui avaient été justement sollicités pour aller éliminer Muammar Kadhafi. On les a amenés là, c'est 8 partis politiques, qui ont des 8 mouvements rebelles qui sont devenus des partis politiques aujourd'hui, entretenus par Tiaman Erdimi. Il est dans les 8, dans son parti à l'époque, Tiaman Erdimi. Je vais le retrouver tout à l'heure, c'est le Rassemblement des forces pour le chargement, RFC, donc Tiaman Erdimi, qui est donc avec les 7 autres leaders qu'on a cités ici abondamment lorsqu'on était en train de déployer la lecture, justement, la cosmogonie politique de ce Tchad-là. Et donc, ces gars, ils prennent ce mouvement qui, aujourd'hui, a été transformé donc, en FACT, finalement, le 18 avril 2021, pour éliminer le 31e leader africain en Mondovision, c'est-à-dire le président maréchal Idriss Déby. Donc cette affaire se met en place. Maintenant, il y a une trajectoire, comme je l'ai dit, puisque le Tchad, c'est bien que vous ayez mis le Tchad et Sahel. À quoi s'attendre avec la prorogation du CNT, le Conseil militaire de transition? Oui. Eh bien, on s'est retrouvé donc en 2007 et 2008 avec ce projet de la redomestication de la zone sahélo-saharienne. Et là-dedans, il y avait un point d'orgue, c'est-à-dire mise en bouche l'élimination de Muammar Kadhafi, d'abord, afin qu'on puisse utiliser dans le Mali comme épicentre. Vous savez qu'au niveau du Mali, ça a été très compliqué depuis que Moussa Traoré est parti du pouvoir, chassé en cela par Amadou Toumani Touré en 1992, et cette élection qui a suivi avec Alpha Omar Konaré qui a pris le pouvoir, ça fait 10 ans. Maintenant, 10 ans encore se sont évacués avec le mandat de Amadou Toumani Touré qui est en train de sortir, mais la France n'a pas eu le temps d'exploiter le Mali pendant ces 20 ans. Alors il fallait absolument s'assurer que celui qui arrive soit quelqu'un qui soit sous contrôle. D'où vous l'avez appelé, je retrouve son nom, il est mort. Sanogo. Non, pas Sanogo. Sanogo est venu faire le coup d'État. Et puis Djokenda Traoré a mené la transition en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc celui qui prend, c'est Ibeka. C'est de lui que je voulais parler. Oui. Donc alors, il arrive, il est contrôlé parce que Laurent Fabius a signalé à François Hollande, ça va être le meilleur interlocuteur de la France au Mali pour qu'on puisse mener à bien la bourrasque. Alors pour que ceci soit techniquement possible, qu'est-ce qu'il fallait faire, Stéphane Barga? Il fallait mettre en place une nébuleuse. Merci à la réalisation de présenter cette carte-là. Donc, il fallait mettre en place un instrument technique. L'instrument technique, c'était d'abord Serval en 2013 et puis en janvier 2014 Barkhane pour essayer de mettre des bases avancées, des bases en poste avancé et des bases arrière. Donc au niveau du Mali, vous avez Tombouctou, vous avez Tessalit, vous avez Gao, là-bas au Niger, il y a Port Bonono, il y a Niamey, vous avez au Tchad, donc puisqu'on va y arriver, vous avez N'Djamena, Faye et Larjo avec tout ce qui est en train de se produire en ce moment, puisque le Niger et le Tchad, dans l'explication, après que mes deux frères aient pris la parole, je vais décliner justement comment ça part du Niger pour arriver au Tchad, et que le Tchad, justement, avec ce qui vient de se passer là-bas, avec les orientations livrées et délivrées par ce fameux dialogue souverain inclusif, entre guillemets, eh bien, cette histoire-là vient de délivrer un énorme danger avec les deux gros axes, c'est-à-dire la prolongation du mandat d'abord sur 24 mois, et puis la possibilité, justement, pour les éléments qui dirigent cette transition militaire, d'être candidats à la présidentielle pour la suite. Donc, vous comprenez que c'est ici qu'il faut comprendre
que le danger se situe au niveau du Tchad et par extension sur toute la zone sahélo-saharienne, puisque dans la prolongation, il y a des bases au Gabon qu'on a aménagées. En Centrafrique, c'est devenu un peu compliqué, mais surtout la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui abritent de lourdes bases pour anti-grouper. Lorsqu'il faudra agir, il faudra justement qu'au niveau du Tchad, je sors par là, dont je disais qu'elle est la 5e surface en termes de superficie sur l'espace africain, après l'Algérie que vous voyez, le Soudan, le Congo, Kinshasa, le Soudan et puis la Libye. Donc c'est le Tchad avec 1284 km², 1 284 000 km². Donc c'est une zone géostratégique de premier plan pour contrôler à la fois la zone sahélo-saharienne, mais bien évidemment par extension l'Afrique centrale, puisque c'est le Tchad qui a sous-traité tout ce qui est passé au niveau de la Centrafrique de cauchemardesque. Merci Patrick Sapak pour cette réflexion qui plante le décor justement de nos échanges sur ce plateau. Nous avons parlé du dialogue qui s'achève à peine du côté de N'Djamena. Nous avions aussi les promesses de certains acteurs politiques. Le premier, alors, que dis-je, le premier, le majeur, le général Mahamat Idriss Déby qui... à un moment, face à nos confrères d'une chaîne française, s'exprimer et laisser planer le doute quant à des possibilités en termes d'élections présidentielles à venir. Il n'avait pas de façon claire exprimé une opinion. Est-ce qu'on peut revenir ensemble avec le concours de notre réalisation sur le dire du général Déby avant que nous revenions en plateau? Il est où, le technicien? Il est où? Il doit rester là. Alors, on va terminer sur vous. Vous êtes président, j'allais dire presque par accident, si vous me permettez l'expression. Enfin, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Non. Peut-être que c'est Dieu qui en a voulu, c'est pas par accident. Alors, évidemment, tout le monde se demande ce que vous allez faire. Si la transition est menée à bien d'ici 18 mois, voire un peu plus, et qu'il y a des élections, est-ce que vous serez candidat pour la présidence de la République? Aujourd'hui, ma priorité, c'est les engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition que je préside. C'est-à-dire d'assurer la continuité de l'État, l'unité de notre pays, organiser le dialogue national et faire les élections libres et démocratiques. N'est-ce pas? C'est un fardeau trop lourd pour penser à ma personne. Mais si vous y arrivez, vous pouvez vous dire, j'ai réussi ça, donc peut-être que j'ai les épaules, entre guillemets. Ma mission à moi, c'est la réussite de la transition. C'est pouvoir maintenir cette unité. Mais vous pourriez me dire, je ne veux pas du tout être président, je veux retourner à ma vie d'avant. Là, vous ne le dites pas. Vous dites, je veux réussir, et on verra après où je me trompe. Et je vous le dis très clairement. Je suis un officier général. J'assume une responsabilité qui est très lourde. Et cette responsabilité ne me permet pas de penser à ma personne. Donc il faudra encore du temps pour savoir. Je vous remercie beaucoup, Mahamat Idriss Déby, d'avoir accordé cette interview exclusive à France 24. Et merci à vous de l'avoir regardé. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. Ma mission, c'est la réussite de la transition. Ainsi s'exprimait le général Mahamat Idriss Déby lorsqu'il était interrogé sur les incertitudes politiques au sujet justement de la dynamique de changement au Tchad et même sur son ambition personnelle quant à l'élection ou alors la possibilité d'une élection à la tête du Tchad de Cédric Pouga. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair à sortir de ces dialogues-là et les cris de l'opposition déjà qui estiment avoir été conviés à une mascarade lorsque l'on sait que désormais le président, le chef du comité de transition militaire, CMT, a la possibilité de pouvoir briguer l'élection présidentielle à venir. Oui, je crois que la situation est assez cocasse dans le sens où le président Mahamat Idriss Déby, excusez-moi de ne pas forcément être habitué à son nom, vu son illustre père, a pris le pouvoir un peu de manière inconstitutionnelle, on va le dire ainsi. Parce que je pense que la constitution de 2018, qui démontrait clairement comment est-ce qu'en cas de vacance du pouvoir,
les choses devaient se passer, a été balayé et mis de côté pour mettre quelqu'un qui, je dirais, comme étant un inconnu. Un inconnu dans le sens où le général Mahamat Idriss Déby, au moment où les faits se déroulent, au moment où son père est assassiné, n'est pas sur le territoire tchadien. Il est à ce moment en poste au Mali, en tant que directeur des renseignements. Mes aînés pourront me corriger si je me trompe. Oui. Et donc, il est débarqué, il est ramené comme ça, Manu Militari, pour se porter à la tête du Conseil militaire de transition. Et à la base, il s'agit d'une transition de 18 mois. 18 mois pour stabiliser le pays et ensuite revenir dans un contexte plus constitutionnel. Et patatras, comme on peut le dire, il y a des assises qui, vous savez, ont été boudées par une bonne partie de l'opposition. Vous vous souvenez du succès Masra, au même moment où il y avait ce grand congrès, si on peut l'appeler comme ça, qui réunissait un peu toutes les forces vives de la nation. À côté, il y avait un autre forum qui était mis en place pour discuter des mêmes sujets de façon... et donc, au sorti de là, et vous comprenez qu'au sorti de là, on obtient des résolutions qui étaient préétablies à l'avance. C'est-à-dire que nous savions tous que Mahamat Idriss Déby, qui avait été, vous vous souvenez, adoubé par la France, mon Dieu, la France, qui est le fervent défenseur des droits constitutionnalistes, des droits de l'homme, et qui, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, on voit tempêter pour que l'ordre constitutionnel revienne, mais qui adoube et reste totalement silencieux. Et l'élément que vous montrez ici, tout à l'heure, démontre la volonté. Nous savons ici que les médias, tels que ceux que vous nous avez montrés dans l'élément suivant, sont des médias qui sont la voix du Quai d'Orsay. Et donc, vous voyez comment on oriente la question afin de donner, même de manière sibylline, en fait, d'induire dans la conscience des Tchadiens que voilà donc celui qui va succéder à la tête de à son père. Bien entendu. Et cela est forcé, puisque le président Macron est venu. Vous vous souvenez même que ces obsèques avaient été boudés par une bonne partie des présidents de la sous-région. Et donc, vous comprendrez qu'il y a un malaise là-bas. Quelque chose, certainement mes aînés en diront davantage sur cette question. Il y a forcément quelque chose de pas très clair sur ce qui s'est passé concernant le décès du maréchal Idriss Déby. Et donc, la France est dans une dynamique simplement de maintien de ses intérêts. Et c'est pour ça que le président Macron est venu s'assurer que les intérêts français seront maintenus dans le pays qu'est le Tchad. Et quand vous voyez la position géographique du Tchad, pour en venir sur tout l'intérêt qu'il y a derrière ce pays, vous comprendrez que, étant déjà une construction, vous vous souvenez, une construction coloniale, parce qu'elle n'est que la résultante des accords entre les différentes parties à la conférence de Berlin, elle est une jonction entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et donc, ça donne une vaste zone où vous avez un pied des deux côtés de l'Afrique en plein centre du continent. Et donc, c'est une position extrêmement géostratégique qui lui permet, en fait, à la France de maintenir son emprise sur la plupart de nos pays, ainsi que ceux de l'Afrique centrale, ceux de l'Afrique de l'Ouest, et éventuellement, vous vous souvenez que l'Afrique du Nord, en l'occurrence la Libye, est tombée en partie parce que une base arrière étant mise, une zone de non-droit quasiment étant créée avec des rébellions qui sont mises dans le nord du Tchad, vous comprendrez qu'il était facile donc de déstabiliser et le pouvoir tchadien en cas de têtutesse, si je peux lui dire ainsi. Le grand frère Patrick Sakpak a fait allusion de l'incident qui s'est passé en 2008 avec l'arche de Zoé. Et vous vous souvenez que dans le même temps, quand le président Sarkozy demandait que ses ressortissants reviennent sans être jugés en France, vous vous souvenez que subitement les rebelles s'étaient retrouvés en plein Djamena, aux portes du palais présidentiel. Et que c'est l'opération, le nom m'échappe, qui avait permis de débouter, après donc accord pour que cette ONG mystérieuse puisse pouvoir être libérée et que ses ressortissants puissent se retrouver en France. Merci Cédric Pouga. Je vais prendre cette réaction parmi celles qui sont déjà arrivées. Les dirigeants africains sont des pantins. L'Afrique n'a plus d'hommes forts capables de servir l'intérêt général. C'est Henri qui nous a écrit depuis Akonulinga. C'est une ville, pour ceux qui ne savent pas, dans le centre du Cameroun. Alors, Antoine Amana,
les dirigeants africains sont des panteurs, mais celui dont on parle aujourd'hui n'a rien d'un panteur. Il est plutôt général, fils du président. On parle là de Mahamat Idriss Déby qui, au sortir du dialogue, ne s'est pas encore prononcé de façon claire. Mais les premières résolutions nous font penser que la possibilité qu'il a aujourd'hui de briguer un mandat présidentiel est claire. Elle est établie. Elle a été acceptée par ceux-là qui ont décidé d'assister à cette réunion, entre guillemets, que l'opposition aujourd'hui qualifie de mascarade. Mais les faits sont là. Idriss Déby, que dis-je, le général Mahamat Déby sera en capacité de pouvoir briguer l'élection présidentielle le moment venu, lorsqu'elle sera programmée. Oui, Stéphane Barga, je vais vous dire une chose, clairement. Allez-y. Vous êtes la différence. Oh là là. Vous êtes la référence. Je vous dis pourquoi. Vous savez pourquoi? Non, allez-y. Parce que votre spécificité, c'est que vous mettez un bon panel sur le plateau et vous choisissez ce qu'on appelle des analystes prévisionnels. Ça, je pèse mes mots. Vous vous souvenez de la première édition de Kouninda sur le Tchad? Oui. On a dit ce qui est en train d'arriver là. Justement, je le confirme. On l'a dit. Bon, alors ça arrive ce soir. Je crois que tout le mérite est pour vous, pour cette émission et pour le panel. Lorsque je l'ai dit, je vais vous dire une chose claire. Ici, là, essayez un peu de voir l'ADN politique entre Idriss Déby père et Mahamat Idriss Déby fils. Lorsque Déby père renverse en 1990 le monsieur Hissène Habré, oui, il prend le pouvoir. Quel est son premier discours adressé à la nation tchadienne? Je ne vous apporte ni or ni argent, mais je vous apporte la liberté et la démocratie. 30 ans après, est-ce qu'il a apporté la liberté et la démocratie aux Tchadiens? That is the question. La deuxième chose, c'est pour ça que je parle de l'ADN politique. La deuxième chose, c'est que Mahamat, le bébé maréchal, comme on l'appelle entre guillemets au Tchad, le bébé maréchal, Mahamat Kaka, moi j'aime l'appeler comme ça, Mahamat Kaka. Allez-y. Alors, il arrive, vous avez passé un élément très important. On lui demande, est-ce que tu seras candidat après la transition? Il fuit, il contourne et retourne la question et il dit, ce qui l'intéresse, c'est la réussite du dialogue. Est-ce que ce dialogue-là, il n'est pas encore terminé? Est-ce qu'il y a des éléments ou des indices concordants, des indices graves et sérieux de la réussite de ce dialogue? Une autre question. Oui. Bien. Alors, je reviens maintenant sur le dialogue proprement dit. Ce dialogue, il y a eu un pré-dialogue pour préparer ce qu'on appelle la réconciliation et la paix, ou à Doha, au Qatar. Qui on mandate? Suivez bien mon analyse. Qui on mandate? C'est M. Chérif Mahamat Zen, le patron de la diplomatie tchadienne, de Déby père et de Déby fils. Oui. Il ne faut pas le confondre avec Mahamat Zen Chérif. Parce que Mahamat Zen Chérif, c'est un jeune frère que je connais. Il m'a accompagné partout quand je faisais des conférences à l'université de N'Djamena. Il était président du Camogès. Après, maintenant, il a créé un parti politique qu'on appelle Tchad Uni. Ne pas le confondre avec celui qui a 58 ans. Bien. Lorsque M. Chérif Mahamat Zen, ministre des Affaires étrangères du Tchad, est envoyé par le PCN, c'est-à-dire le président du PCN, M. Mahamat Kaka, pour aller négocier. Qu'est-ce que ce monsieur fait? C'est un fin diplomate, hein? De par sa posture, il a travaillé aux Nations Unies et autres. Il a été multi-ambassadeur du Tchad dans certains pays. Oui. Il réussit, c'est ça sa réussite. Il réussit parmi les 50 mouvements rebelles à fédérer une trentaine qui acceptent de participer au pré-dialogue consacré à la paix du Tchad et la réconciliation à Doha, Qatar. Ici, donc, une convention. Lorsque, voilà, c'est bien la rédaction, voilà ce monsieur qui a bossé
Il a réellement bossé pour rassembler les Tchadiens. Ce mouvement restreint au total. Lorsque le dialogue est engagé, alors les ennemis de la République du Tchad, je dis bien, les ennemis de la République du Tchad se mettent donc sur le dos de ce pauvre shérif Mahamat Zen, commencent donc à lui jeter des pots de banane pour l'exfiltrer des résolutions qui seront tirées au niveau du dialogue. Parce que je ne suis pas un marabout pour lire sur la boule de cristal, mais il n'était pas d'accord de ce qui devait arriver. Je vais vous dire une chose, puisqu'il est un diplomate, un diplomate, il savait que la France est en train d'adouber Mahamat, et puis c'est lui qui prendra les commandes du Tchad. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec lui. Tout comme, vous savez, au niveau du dialogue, il y a eu 3 grands mouvements rebelles, mais 2 ont claqué la porte. Il n'y a qu'un seul mouvement qui est resté au niveau du dialogue. Bien, il fallait donc l'écarter parce que il n'était plus d'accord avec des positions qui se tramaient. Puis, on prenait des décisions. Lui, ministre des Affaires étrangères, le très grand négociateur, on prend des décisions, il n'est pas informé. Et un autre ministre que je connais très bien, M. Abdelrahman Koulamala, qui est ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Tchad, il va précipitamment, quand on lui demande pourquoi Chérif Mahamat Zen a démissionné, parce qu'il démissionne en plein dialogue. Le dialogue n'est pas encore terminé, mais lui, il a claqué, il a écrit au président du CMT que lui, il ne veut plus travailler avec des gens qui le considèrent comme, qui lui donnent une posture de figurant. Il ne peut plus travailler. Il a claqué la porte. Premier problème au niveau du dialogue. Le dialogue n'est pas encore terminé. Maintenant, le problème du dialogue, d'autres problèmes. Il y a les problèmes de certains partis d'opposition qui ont claqué aussi la porte. Ils ne veulent même pas signer quoi que ce soit. C'est terminé. 2, problème de la société civile. Des organisations de défense de la société civile au Tchad claquent la porte. 3e problème qui n'est pas moindre, c'est que l'Union africaine, vous avez suivi on y reviendra tout de suite. La sortie du président de la Commission de l'Union africaine, M. Fakir Moussa, qui a dit si les militaires réussissent à prendre le pouvoir au Tchad et si le président du CMT se présente comme candidat, lui, il n'est pas d'accord et l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, ils vont imposer des sanctions là-bas. Nous allons revenir pour pousser cette analyse un peu plus loin. Alors, je reste sur la réflexion qui est la vôtre. C'est vrai qu'elle m'a mené vers d'autres cimes, cher Antoine Awana. Justement, les téléspectateurs qui nous suivent aussi réagissent déjà nombreux. On va essayer. Sinon, on aura toujours le même problème sur Goulinda Africa. Le problème de ne pas. Ça sait vous faire parler, vous qui parlez au monde, écoutez véritablement ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Mbarga. Bonsoir, le plateau. La France a bien balisé le chemin pour le fils d'Ebi. La soif de pouvoir de certains Africains me déçoit. Dès la prise de pouvoir du fils, le scénario français était écrit d'avance. Je n'ai jamais douté de la volonté du fils d'être chef d'État. Certains, soi-disant panafricanistes, trouveront le moyen de justifier cette forfaiture. Triste Afrique, malade de ses fils et de son leadership. Jocelyn Fabrice Ebinda nous a écrit, c'est depuis le Gabon. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. Bonsoir le plateau, très bonne analyse de Awana. En fin de compte, tout ce cinéma-là, c'est juste pour adouber le fils. Merci pour la réaction. Ne nous lèverons pas. Mahamat va briguer un mandat présidentiel. Pour le moment, il se comporte comme une araignée qui tisse sa toile devant sa proie. Gauthier, depuis Mendon, c'est un quartier de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Essayons d'aller vers les autres plateformes. Alors, l'Afrique, les Africains doivent être unis. Repenser ce continent est primordial, car sans prise en compte de notre identité propre, nous ne pouvons aller nulle part et nous ne pouvons faire face aux obstacles endogènes et exogènes. Merci à vous, Henri. Vous devenez un fidèle depuis Akounolinga. Alors, Patrick Sapat, justement, Mahamat n'a jamais caché son ambition, même comme il ne s'est jamais prononcé. Certainement, la fibre politicienne est bien ancrée en lui. Il a appris auprès de son illustre père. Mais il a
aussi un contexte difficile qu'elle doit gérer. C'est ce dialogue qui, hier, a suscité de nombreux espoirs, mais qui, aujourd'hui, suscite du courroux de la part des opposants. Alors, la société civile estime avoir été flouée, des opposants ont claqué la porte, des personnalités de premier plan, et Antoine Aranda le relevait, ont été écartés des discussions. Est-ce que le terrain est favorable, aussi favorable qu'on pourrait le penser pour le bébé maréchal? Bien évidemment. Tout est préparé pour que la reposition politique, ce que j'appelle souvent le contrôle du propre héritage politique de celui qui est parti à l'abri de toute compétition démocratique, soit opéré au Tchad. Mais quand même, vous avez 2 scripts pour illustrer ce qui se passe au Tchad, en commençant par la Centrafrique. Lorsqu'en 2003, Bozizé, qui était le chef d'état-major de Patassé, l'évacue du pouvoir, aidé en cela par les bandits et les brigands que l'on connaît, eh bien, on lui dit, vous allez signaler que vous allez remettre l'orthodoxie des institutions en place pour l'organisation de l'élection de 2005 et que vous ne serez pas candidat. Il le dit, nous arrivons donc en 2005 où cette élection doit se tenir. On lui dit, écoutez, vous avez la réalité du pouvoir. Quand je dis on, ça veut dire l'ambassadeur de France en Centrafrique. Dans le palais à Bangui, lui dit, vous avez la réalité du pouvoir. Maintenant, essayez d'instrumentaliser une partie de la jeunesse pour signaler qu'ils veulent que vous vous présentiez. Alors, lorsque vous atterrissez sur l'aéroport de Bangui-Poko, il y a un très grand boulevard qui part de cet aéroport-là, qui traverse le CPJ, traverse l'hôpital communautaire, traverse la télé nationale, traverse l'université, jusqu'au lycée des Martyrs. C'est sur ce boulevard que ces jeunes qui ont pris quelques billets de francs CFA, cet agent qui le dit, il ne voudrait absolument rien dire sur la surface financière internationale, pour défiler et arguer avec des plaques et des pancartes pour dire qu'ils veulent absolument que le Bozizé se présente. Nous savons ce qui s'est passé, quelle était la suite au niveau de la Centrafrique. Quand vous partez de là, vous retrouvez ce qui s'est passé avec Dadis Camara au niveau de la Guinée. Là-bas, Lansana Conté a duré, il a géré le pays avec une main de fer pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il s'évapore. 24 ans, jusqu'à ce qu'il perde la vie. Et donc, comme le pouvoir était dans la rue, on n'avait pas préparé justement qu'il arriverait à mourir. Eh bien, le capitaine Dadis Camara est sorti, il a pris cette affaire-là, il a dit, bon, désormais, voici comment ça va se passer, et vous savez très bien comment les ministres venaient s'expliquer devant le monde entier. Alors, il a embarqué une énorme sympathie sur la surface africaine, mais alors, c'était sans connaître la perfidie de l'adversaire en face dont je parlais au début de mes propos sur ce plateau. Alors, on lui dit, il y a le 28 février, il va y avoir le 28 septembre 2008, il va y avoir un rassemblement qu'il était en train de préparer, mais on lui dit, écoutez, vous avez dit à la réalité du pouvoir. Or, les membres du CNDD, la transition qui dirigeait, ne devaient pas être candidats pour l'élection qui allait arriver. Vous avez la réalité du pouvoir. Si dites au niveau de ce stade-là que si le peuple veut que vous vous présentiez, eh bien, vous allez le faire. De l'autre côté, on demande à l'opposition d'attendre. S'il essaye de dire ça là-bas, on va vous donner les moyens pour que ça aille dans tous les sens. Eh bien, justement, c'est le 28 septembre. On sait très bien en 2008 ce qui s'est passé. Au niveau du stade de Conakry, on est même allé dans les morgues chez les cadavres pour les jeter au stade et signaler dans une manipulation médiatique que les gens des femmes avaient été violées. Donc le pays a été surpris de toutes ces images. C'était Dadis Camara. On dit, bah, attends, on a violé des filles au stade, c'était comme ça et tout ça. Vous voyez? Et derrière, son gars de main lui a balancé une balle qui a failli lui arracher l'oreille et par extension lui arracher la vie. Il s'est retrouvé à Balbicio au Maroc. Aujourd'hui, il est en prison à Conakry. Vous comprenez très bien? Voici le script qui se produit dans le Tchad. Sans matelas, dans une chambre de 4 mètres carrés, sans matelas, c'est-à-dire sans couverture, sans drap. Un ancien chef d'État qui dort. La situation de Moussa Dadis Camara est déplorable. Il pleure là-bas. Ouais. Un ancien chef d'État qui est emprisonné 4 mètres carrés sur un matelas sans drap. Sans drap. Et on l'a flatté, on dit, ben viens, rentre à Conakry, tu vas aller chez toi, tu vas comparer de livres. Lui-même est venu parce que vous ne connaissez pas les dessous secrets de cette affaire-là. Il voulait défendre... Non, parce qu'en fait, si vous regardez les vidéos, parce que M. Patrick Sapak l'a évoqué, cette histoire de massacre
du 28 septembre, c'est une histoire montée de toutes pièces. Merci. Et il faudrait, les gens qui sont à la base de cette histoire, disons-le, il faut que les Africains le sachent et qu'ils comprennent. Ceux qui sont à la base de cette histoire-là. Il y a la France, il y a Cellou Diallo, et il y a Alpha Condé. Voilà ceux qui ont monté cette histoire de toutes pièces. Et Moussa Dadi Camara, pourquoi il a accepté qui se présente au niveau de la justice? Parce qu'il détient toute la vérité et il a des vidéos. Et les vidéos ont commencé à circuler sur la toile pour déterminer la vérité palpable de cette affaire. On va revenir. Il faudra même que le top management nous donne une possibilité de consacrer une émission sur la Guinée-Conakry. Merci Antoine Awanda, Patrick Sapak, vous avez la parole. Merci pour cet appui. Je note que justement on sera sur la Guinée-Conakry très bientôt, parce que ce qui s'y passe peut ne pas être très bien potable au niveau des surfaces académiques, sur le plan politique. Et donc, on va tout expliquer, ce qui se passe au niveau de la Guinée. Bon, j'étais en train de convoquer la Guinée-Conakry parce que c'est de la valeur des arguments et d'exemples précis qu'un exposé d'idées tisse sa principale force de persuasion pour essayer de faire comprendre à l'Afrique le script qui est en train de se produire au Tchad. Que cela s'est déjà produit, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, on fabrique par la roue, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de fonctionner. Alors, Succès Masra avait prévu qu'il y aurait cette mascarade. Lorsque vous avez parlé de CC2 qui a parlé de ce forum ou alors de ce dialogue parallèle qui s'est passé avec les autres, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On les a heureusement libérés, je crois il y a 48 heures, dans l'équipe de Succès Masra qui a été mise à sac et bloquée dans le siège de ce parti-là, le parti des réformateurs. Alors, il avait prévu. Et maintenant, il a eu très tôt tort d'avoir eu raison. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers la candidature comment il s'appelle? De Mahamat Déby. Après 2 ans de transition. Alors, cela va être le cas s'il n'y a pas une révolution. Et il ne faudrait pas que vous appuyez sur ce que Mahamat Fakir a dit, mon cher frère Awana, parce que c'est du banditisme organisé. C'est-à-dire qu'ils font de la communication. Après, quand cela va arriver, ils vont dire non, on avait condamné. Vous avez condamné. Eh bien, lorsque on a adoubé ce Mahamat Déby, rappelez-vous qu'au niveau du Mali, et même au niveau de la Guinée, il y a eu des condamnations partout avec des sanctions à gauche à droite. Mais cela ne s'est pas produit. Il y a eu un coup d'état constitutionnel au niveau du Tchad. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors, donc, ce qui se passe au niveau du Tchad, c'est que là-bas, vous avez d'abord le Niger, parce que c'est compliqué au niveau du Mali. Alors, au niveau du Niger, il y a Bazoum là-bas, et il faudrait que vous sachiez d'où vient Bazoum, c'est-à-dire qu'il a été avec Issoufou pour créer ce qu'ils appellent le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme en 92, lorsqu'on arrive dans cette situation de Banque d'Est. Alors, les deux que ce parti, maintenant il y a monsieur qu'on appelle Maman Ousmane. Ça, c'est un nationaliste qui prend le pouvoir à la suite de ces grands forats que l'on a connus dans les pays appelés les conférences nationales souveraines, donc au niveau du Niger. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 ans plus tard, on force une escroquerie politique au niveau législatif pour qu'ils perdent la majorité au niveau du Parlement pour faire arriver donc une sorte de cohabitation. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça sur l'espace francophone au niveau du Niger. Mais 1996, le colonel Baïda Massaré vient faire un coup d'État sur lui. Il saute du pouvoir, mais on ne le contrôle pas très bien, ce monsieur. C'est pour ça qu'en 1999, il est assassiné lui-même. Avant donc qu'on organise une autre escroquerie politique. Mais Mamadou Tandia arrive, sauf que Mamadou Tandia est dans la logique principielle, celle qu'on explique à la face africaine, mais à la fin du 2e mandat, c'est-à-dire qu'il doit la mener jusqu'en 2009, il commence à voir justement que le Niger a tous les problèmes et donc il faut revoir les prix de l'uranium. Alors, comme il faut revoir ce prix de l'uranium, ça fait partie des éléments dont il ne faut pas parler quand on est président du Niger, parce que les 4 ampoules qu'ils allument, 4 des 5 ampoules qu'ils allument en France, c'est grâce à l'uranium du Niger. La puissance nucléaire dont on te bombe le torse au niveau de l'Hexagone, ça sort du Niger. Alors, comme il veut attaquer ce problème qui est prohibitif, eh bien, coup d'État en 2009 alors qu'il a terminé. Un peu comme le coup d'État qu'on a fait au Mali sur ATT alors qu'il avait terminé. Donc, pour mettre quelqu'un de docile, et c'est qui? C'est Mohamed Issoufou, qui est cadre d'Areva, qui exploite l'uranium au Niger. Alors, ce monsieur Bazoum est donc son collaborateur immédiat, donc au niveau des élections. Oui, je vous dis, je suis en train de vous donner la trajectoire, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Tchad. Donc, Bazoum est donc l'homme de main de Issoufou, qui est passé ministre d'abord des Relations extérieures, ensuite la sécurité et de l'intérieur, et puis en charge justement de la réussite de la campagne de Issoufou pendant l'élection de 2016. Et donc, ce monsieur, c'est lui qu'on met en face de qui? Mahamat Ousmane.
Mamadou Ousmane, dont je dis qu'il a été chassé par Baïna Marsari. Alors, donc ce monsieur arrive, il y a des consignes. C'est pour ça que lorsqu'il a fait une sortie aux Nations Unies l'autre jour et que les Nigériens ont décidé de le mettre en difficulté, il faut commencer à réfléchir. Il ne faut pas que ce qui se passe au Mali se reproduise au Niger. Et si cela arrive, il faut qu'on s'abatte au niveau du Tchad en termes de palliatifs sur la zone. Donc le Tchad doit donc abriter ça. Mais surtout, il faut qu'on consolide les positions de l'homme qu'on a à Doubé lorsqu'on a éliminé le président Déby. Alors, on a donc déplacé, parce que vous avez là-bas ce qu'on appelle les drone reapers. Les drone reapers, c'est de costauds instruments comme ça qui peuvent détecter même les souris ou les cafards dans le sable, mais qui sont incapables de détecter les terroristes. Et curieusement, donc, c'est au Niger, il y a 7 avions là-bas, de type Mirage, qui sont là-bas, et pour faire ce travail. Mais on a fait déplacer tout ça, puisqu'au niveau de N'Djamena, il y a une base aérienne qui pilote toutes les opérations sur pratiquement 5 millions de kilomètres carrés, qui est là, avec tous les porte-avions, tout le matériel, pour contrôler les transports aériens, la logistique, etc. Donc maintenant, pour que cela soit consolidé, parce qu'il y a Barkhane à N'Djamena, Barkhane à Faya-Largeau, et bien avec tout ce que je suis en train de vous expliquer là, pour reproduire dans l'épicentre, pour la redomestication du Sahel à partir du Tchad. Et vous vous rappelez donc justement que au niveau de l'administration au Mali, le Tchad avait 1379 éléments, 17 policiers, éléments de l'armée et 17 policiers. Maintenant, en février 2019, le président Déby pensait envoyer 1200 hommes supplémentaires. Donc 400 dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire Burkina, Niger et Mali. Alors, il y a eu un problème à Boma. Boma, dans la région du lac Tchad, dans le nord, 99 éléments de l'armée tchadienne ont été abattus pour distraire Déby. Et là-bas, on lui a dit, vous allez vous calmer avec ces 400 hommes que vous voulez envoyer dans la zone des 3 frontières. Alors, il est revenu là-bas, étant totalement courroucé. Et cette fois-là, j'ai parlé avec le président Déby. Donc, il était totalement courroucé. Mais il ne pouvait pas le dire parce qu'il sentait déjà qu'il y avait un problème. Alors, donc, il y a cet aspect-là qu'on veut reconsolider au niveau du Tchad en mettant en place quelqu'un qu'on aura sous contrôle. Et donc, c'est une marionnette qu'on est en train de préparer. Mahamat Déby est une marionnette préparée à partir du Quai d'Orsay de l'Élysée. Et nous allons voir, continuer d'analyser cette situation pour savoir que le Tchad ne va revenir aux Tchadiens, qui le veuille ou non. Merci Patrick Sapat. Alors, Cédric Pouga, dans la lecture qui est faite sur ce plateau, on se souvient des positions déjà assez panafricanistes du maréchal Déby qui commençait véritablement à avoir quelques velléités d'affranchissement quant à ses mentors d'hier. On a aujourd'hui le fils Déby qui est là, mais on a l'impression qu'on est en train de le préparer à quelque chose qui serait différent de l'orientation de son père par rapport au continent. On connaissait la propension du président maréchal Déby à soutenir ses pairs africains lorsqu'il était question de quelques difficultés en termes de sécurité. Le Tchad était pratiquement le gendarme de la sous-région Afrique centrale. On a vu les Tchadiens en Centrafrique, on les voyait servir au niveau de la frontière avec le Cameroun, mais aujourd'hui, le fils d'Hérébi qui est préparé, selon les dires de Patrick Sapak sur ce plateau, par l'Élysée en France, sera-t-il encore en capacité, ou alors aura-t-il le même empressement qu'avait son père lorsqu'il fallait défendre les couleurs africaines? Jamais. Pour répondre à cette question, M. Barga, il faut remonter un peu dans l'histoire du Tchad pour comprendre qu'en réalité, il n'y a jamais eu de transition démocratique dans ce pays. Ça, il faut déjà le savoir. Garba Tombalbaye, qui est élu en 62 à la tête du Tchad, et je vais faire une légère digression pour faire une fleur à mon aîné Awana, qui parlait tout à l'heure des noms. Le mouvement il y avait un vaste mouvement d'authenticité qui avait été lancé. C'est pour ça qu'on a levé les noms comme Fort Lamy, qui est devenu N'Djamena par la suite, et qui était accompagné aussi par le président Mobutu, qui avait décidé comme ça de restituer à l'Africain ses noms et s'approprier de ses territoires. C'est une digression que je voulais faire pour saluer la mémoire de cet illustre qui s'appelait de son nom d'état civil François. Donc, quand Garba Tombalbaye décide donc de prendre le pouvoir, tout de suite, on voit des tentatives de déstabilisation à partir de 1965, où on voit clairement que Garba Tombalbaye, qui est conscient du potentiel pétrolier de son pays, décide de s'orienter vers les Américains pour essayer de voir comment gérer donc cette histoire. Et c'est comme ça que, après moult tentatives de coup d'État, il est renversé et assassiné par certains éléments du général Maloum, qui prendra le pouvoir par la suite.
à partir de 79, accompagné par Hissène Habré, qui fait partie de certains mouvements nordistes. Et il faut rappeler que le président Ngaba Tombalbaye est un sudiste de l'ethnie Sahara, si je me trompe pas. Et donc, on prépare donc une rébellion dans le nord. Vous voyez le schéma qui est presque toujours le même dans tous les pays d'Afrique. C'est le même qui est assez répétitif. Et donc, on prend le général Malou, qui est du sud, accompagné du nordiste Hissène Habré, et par un jeu d'alliance, parce qu'il faut savoir que le général Madoum, lorsqu'il vient, pour essayer donc de stabiliser son pays, décide d'avoir un accord avec la Libye, du colonel Kadhafi, afin que celui-ci n'abrite plus, ne soit plus de base arrière pour la déstabilisation du Tchad. Et donc, c'est comme ça qu'on décide, avec la pression de la France, puisqu'il y avait eu une restitution d'un territoire tchadien, avec la pression de la France, il décide donc de régner ces accords, et c'est comme ça qu'on relance tous les mouvements de rébellion qui amènent donc Hissène Habré au pouvoir, soutenu bien entendu par la France, à partir de 83. Il est arrivé à ce moment-là, et lui aussi, après quelques années où il est suffisamment bien installé, soutenu par la France, décide, après avoir observé la filouterie dont il est fait mention ici, décide de se tourner lui aussi vers les États-Unis. Nous nous souvenons de ses visites au niveau de Washington, ce qui a courroucé en réalité la France, qui décide donc à son tour de le renverser par quelqu'un qui lui est assez proche, un de ses généraux de corps d'armée, à la personne d'Idriss Déby. Pourquoi vous comprenez quel est le schéma qui est répétitif dans tout le classique? C'est un classique, un cycle qui ne fait que se répéter depuis les indépendances. Idriss Déby arrive, on a écarté Hissène Habré, Idriss Déby est stabilisé, Idriss Déby fait 2 mandats, il décide de ne plus se représenter, et c'est lui-même de son vivant qu'il a dit, à partir de 2006, il décide qu'il laisse le pouvoir. Un constitutionnaliste est envoyé depuis la France, afin de lui permettre, lui qui a été traité de dictateur dans ces médias, ceux-là même qui l'ont soutenu et ont tout fait pour le maintenir afin qu'il stabilise la position, est soutenu pour maintenir une emprise sur lui et ainsi tenir le Tchad. Idriss Déby est docile pendant un certain moment, mais lui aussi, avec la force de l'âge, commence à comprendre et a des velléités panafricanistes, il a des velléités souverainistes. Et pour embrayer sur ce qu'a dit mon aîné plus tôt concernant la situation au Mali, il faut rappeler que le contingent tchadien qui est envoyé au Mali, à travers la MINUSMA, réalise des performances exceptionnelles. Je suis présent au Mali à cette époque-là, où ce contingent réussit, il est le plus féroce, il réussit à repousser les rebelles et les terroristes au plus loin des frontières maliennes. Et c'est à ce moment-là qu'on organise un scandale où on dit qu'il y a eu crime de guerre, crime contre l'humanité, des soldats tchadiens sont accusés de nombreuses exactions, et c'est comme ça que ce contingent est même mis en minorité au Mali, très discrédité au sein de l'opinion publique, simplement parce que ce contingent réussissait à avoir suffisamment de résultats, alors que l'ambition, lorsqu'on décide de déployer tous les terroristes au niveau du Mali, lorsqu'on décide de renverser ATT, qui avait 3 mois, il restait 3 mois, il ne se représentait plus, il était question de partitionner le Mali. Cela a été dit au sein de l'OTAN, en référence au fait que ce qu'ils ont appelé les populations de l'Azawad, pour régler le problème conflictuel qu'il y a entre les différentes ethnies, il était donc question de partitionner le nord du sud, et c'est comme ça que ce plan est lancé. Et Idriss Déby, voyant déjà cela, avait décidé comme ça de se lancer à la conquête, d'aider le Mali à récupérer ces territoires, et il est bloqué dans son élan. Le même schéma est réalisé au niveau de la Centrafrique, vous vous souvenez, encore du contingent qui vient faire obstacle à l'avancée des rebelles sur Bangui. On décide comme ça de discréditer ce contingent tchadien afin de l'empêcher de réaliser sa mission. Vous voyez un peu comment le scénario se produit. Et à la suite de ces nombreuses, on a parlé ici de la colère de Boma, qui on décide d'assassiner certains militaires tchadiens pour essayer de créer une diversion. Le président Idriss Déby décide comme ça de lancer l'opération Colère de Boma pour dégager les djihadistes et Boko Haram principalement de la bande du lac Tchad et ses environs. Cette opération est un franc succès, mais vous voyez que dans les médias occidentaux, on minore ce succès. Et le plus étrange, c'est que malgré que le Tchad est dégagé,
ces territoires, aucune armée nationale de ces différents pays que sont le Nigeria, le Niger, ne viennent donc occuper la zone afin que ces mouvements ne se reviennent davantage au devant de la scène. Et encore plus loin, vous vous souvenez qu'à la suite de l'opération Couleur de Bouma, pour chuter, vous vous souvenez qu'un obus tombe accidentellement sur la maison d'un des gérants, le corps d'armée d'Idriss Déby. Quelques jours après l'opération Couleur de Bouma, on parle ici d'un accident où un obus français serait malheureusement tombé de manière inexpliquée sur la propriété d'un général de corps d'armée. Vous comprendrez donc que ce déploiement permet simplement de mettre en face, en lumière le fait que la France réalise régulièrement les mêmes schémas. Lorsqu'un chef d'État est mis à la tête du Tchad, jusqu'à un moment donné, lorsqu'il montre des velléités, des intentions nationalistes, il faut le renverser pour mettre quelqu'un de plus docile. Merci Cédric Pouga pour cette lecture historique quant à ce qu'on a surnommé sur ce plateau, Antoine Awana, un grand classique. L'histoire se répète indéfiniment du côté de N'Djamena. Une fois que vous êtes en bonne grâce de l'Élysée, vous êtes aux affaires, mais une fois que vous commencez à regarder où va le pétrole, vous êtes tout de suite balayé. C'est le schéma classique qu'a révélé sur ce plateau Cédric Pouga. Alors, aujourd'hui, Idriss Déby, Marshall, c'est du passé, Hissène Habré, c'est du passé, Tombalbaye, c'est du passé. Nous avons Mahamat Déby, qui est le présent. Aujourd'hui, a-t-il les coups des franches? Peut-il dire non à ses mentors et essayer de façon claire de trouver sa propre voie face à face ou alors vis-à-vis du peuple tchadien? Je répondrai par non, tout de suite. Non, pourquoi? Je vous dis pourquoi. Monsieur, en fait, le général Mahamat Idriss Déby Igno, il a quel projet de société pour le Tchad? Il a quel projet de société? Il a quel projet politique? Il pourrait néanmoins suivre les traces de son père. Ah, les traces de son père. Il a fallu du temps à son père pour qu'il commence un peu à vouloir se détacher de la France. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Vous savez ce qui lui est arrivé. Alors, le fils était le proche collaborateur du père. Ouais. Donc, tous ces trucs-là, il était impliqué là-dedans. Il sait. Il sait que s'il lève la tête là, le lendemain matin, ça sera coupé tout de suite. Or, comme on avait un cours là de droit constitutionnel à l'université, ACS, il a commis un ouvrage là, qu'est-ce que le tiers-État? Et dans le tiers-État, il disait tout pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ah bah oui. Alors, le bébé maréchal, comme on l'appelle là-bas au Tchad, il est au pouvoir. Maintenant, le pouvoir l'a corrompu. Et comme il veut avoir à tout prix le pouvoir absolu, et il est absolument corrompu. Il a à peine un an au pouvoir. Mais attention, même si vous avez un mois, le pouvoir est sucré. Le pouvoir est sucré. On se souvient du balayeur de Côte d'Ivoire. Bon, voilà, merci. Le balayeur balayé. Effectivement. L'arroseur arrosé. Donc, le maréchal, il n'en a pas. Il n'en a pas. Il ne peut même rien faire. Ça, la France. Je vais vous faire une petite révélation. Allez-y. Maintenant, la Constitution, vous savez que la Constitution a été déjà rédigée. On attend que la mettre sur la table et pour l'appliquer. C'est rédigé par les Français. C'est rédigé. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va dire aux Tchadiens? Les vrais Tchadiens. Il va dire quoi? Il ne peut rien dire. Il n'a aucun projet de société, aucun programme politique. Il n'en a pas. Qui nous présente ça? À la face du monde qui présente son projet de société, qu'est-ce qu'il va faire au Tchad? Laissons des beaux discours. Des discours qui sont même préparés d'avance. On lui demande de réciter, de bûcher. Et lorsque vous sortez de ces discours-là, de ce canevas qui lui a été remis, il balbutie. Il commence à balbutier. Suivez seulement les réactions de Success Masra par rapport à lui. Vous voyez, un jour, il a dit quelque chose qui était terrible. Mais il a menacé les États-Unis. Il a sérieusement menacé les États-Unis. Success Masra lui a dit, écoute, jeune petit frère, en matière diplomatique, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas l'armée, hein, parce que l'armée là-bas, c'est feu. Vous ouvrez le feu, halte, vous vous arrêtez. C'est pas ça la politique. La politique, c'est autre chose. Et puis, pour revenir un peu, appuyer ce que mon jeune frère disait tout à l'heure là, Déby a engrangé des résultats positifs. Hein. Oui. D'abord au Mali.
lorsqu'il a réussi à éliminer le patron de Al-Qaïda au Maghreb, au Mali, alors, qu'est-ce que la France a dit? La France, Hollande surtout, ils lui ont dit, il faut battre en retraite, ramène tes éléments là-bas. Et les Français ont voulu récupérer cette victoire-là. France 24, l'AFP, ils ont relayé tout. La même chose s'est reproduite quand Déby est allé assassiner, parce que vous avez parlé de la colère de Boma. Il a tiré sur Chekao. Nous étions à Djamena. Moi, j'étais sur le plateau d'Afrique Média. Mais j'ai dit, c'est lui. Les Français ont tenté d'apporter des démentis. Rien. J'ai dit, si Chekao est vivant, qu'il se présente, qu'il se présente à la fin du mois, comme il postait des vidéos, il dit, toi, Paul Biya, converti, toi, je vais arriver au Cameroun, tu comptes sur ta petite admire, là, je vais l'écraser. Quelque temps après, ils disent que le nouveau président de Boko Haram, c'était qui? Ils ont nommé qui? Le fils de Mohamed Youssouf, le père fondateur de Boko Haram. Après, il y a eu encore des divisions là-bas. J'ai ri, j'ai dit voilà. Voilà ce que je disais, ça n'a rien donné. Autre chose qui est non moins négligeable pour toujours aborder dans nos salles et répondre à votre question. Le dialogue va finir. Nous l'avons dit la dernière fois sur ce même plateau. Oui. Je l'ai dit et je le répète ce soir. J'ai dit, il y a eu un petit piège. Les gens n'ont pas fait une lecture entre les lignes. Il était, après la mort de Déby Père, le Conseil militaire de transition l'a propulsé. Il était président du Conseil militaire de transition et chef de l'État. Ça fait deux institutions différentes en droit. Le Conseil a pour mission de terminer une transition de 18 mois. Après, lui, il doit quitter. Il dissout les 15 généraux qui constituent le Conseil militaire de transition. Il dissout et il part. Mais lui, il va rester quoi? Chef de l'État, donc le souverain. Et il faut préparer donc les élections, il faut une constitution. C'est lui qui va convoquer ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. C'est lui, parce que ça ne sera pas dérivé. Dérivé, ça veut dire une révision de la Constitution. Il avait déjà suspendu la Constitution, démis le gouvernement, et puis suspendu l'Assemblée nationale. Donc il reste le seul coq dans le poulailler. Je reviens parce que Cédric, lui, il a fait un rappel historique. C'est pour ça que je vous ai dit à l'entame de mes propos que il faut convoquer l'ADN politique. Ce qu'a fait le père, le fils le fait, sous des conseils des impérialistes occidentaux et de la France en particulier. La France, vous savez, sur le plan militaire, je vous en prie, vous ne m'avez jamais rien refusé, encore peut-être 2 minutes. La France, le Tchad est l'allié militaire privilégié de la France dans le Sahel. Ça, il faut le comprendre. C'est à peu près ce que le feu Omar Bongo disait que la France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans chauffeur. Et le Gabon sans la France, c'est comme une voiture sans carburant. C'est à peu près la même chose. Et vous venez de le dire tout à l'heure, là, vous soulignez, de toutes les victoires. Et Cédric l'a mentionné. Tous les autres pays, là, le Nigeria, le Niger et tout ça, personne n'a été dit Déby. Et Déby a préfinancé toutes ces rébellions-là, ces interventions de son armée, seul. Il a été courroucé. Sauf le Cameroun, hein, parce que lorsqu'il y a eu la colère de Boma et tout ça, je vous fais un petit secret de défense, mais ce n'est pas top secret. L'armée du Cameroun a construit des tranchées pour empêcher Boko Haram de traverser. Parce que, surtout au niveau de Achagacha, il y a Achagacha Cameroun et Achagacha Niger. Là où il y avait le bunker de Aboubacar Chekao. Vous ne pouvez plus traverser là-bas. Vous voyez déjà, à Kolofata ou à Amchidé, ça va bien là-bas. Ça va bien. Mais pourtant, Boko Haram existe encore. Mais il n'y a plus moyen de traverser. Il est bien vrai qu'on a perdu cet haut gradé de l'armée, mais le Cameroun a réussi à faire quelque chose de merveilleux sur le plan de la défense et de la stratégie de défense. Donc, en fait, un Déby peut en cacher un autre parce que derrière, il y a toujours la France qui tire des ficelles. La France a besoin du pétrole du Tchad. La France a besoin de l'or, du diamant. La France a besoin
d'un régime qui lui est docile. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a parlé bon, je ne veux pas dire marionnettes, il a dit que ce sont des panthères à la solde des impérialistes et des Français. Mais Stéphane Mbarga, je vous ai dit ici que la toute-puissance, entre guillemets, de la France repose sur 3 choses. Un trépied, c'est-à-dire, au sommet, vous avez le veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. À gauche, vous avez l'arme nucléaire. À droite, vous avez les anciennes colonies. Retirez un côté à la France. Prenons par exemple le côté des anciennes colonies. La toute-puissance française chute et les Français ne feront rien. Et je vais chuter en paraphrasant un peu notre sœur Nathalie Yam. Nathalie Yam dit que si la France est toute puissance, quelqu'un vient chercher toujours en Afrique. C'est une question qu'on peut poser et peut-être pourquoi les Africains continuent de l'accueillir, c'est un autre débat. Patrick Sapak, alors sur ce plateau, ce qui est dit et qui est démontré avec force et argument est que justement, les Tchadiens sont encore partis pour 20 ans. Mal partis. Ils sont encore mal partis. Parce qu'un débit remplace un autre, le père est parti, le fils est là. Le même logiciel est présenté, les mêmes acteurs d'hier sont toujours là aujourd'hui. Finalement, le Tchad, N'Djamena, nos frères tchadiens sont dans une galère éternelle. Pas du tout, parce que si les Africains et les Tchadiens l'acceptent, eh bien ça va être comme vous venez de dire. C'est-à-dire, sur le plan principiel, ce que Steve Biko avait dit. L'arme la plus redoutable oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. L'arme la plus redoutable oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Et il avait raison. Je fais une petite allégorie à la maison. Lorsque vous avez votre petit frère, pendant qu'on était encore des enfants, vous cognez sur la tête de votre petit frère en permanence, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Le jour où vous allez cogner votre frère, il dit, c'est terminé. Si tu oses encore me cogner, tu vas voir ce qu'il va se faire. Toi qui es conscient que tu peux effectivement le tabasser, tu vas commencer à douter. Vous comprenez? Ça, tout est psychologique. L'adversaire n'est grand qu'avant le combat. Alors, on continue de penser. C'est pour ça que c'est ça la déclinaison de la vidéo que vous avez présentée en début d'émission. Pour montrer la toute-puissance, cette fameuse toute-puissance. La France qui est évaporée depuis 1939, elle ne vaut rien. Je vous l'ai dit. C'est juste parce que dans nos têtes, il y a un logiciel additif qu'on est venu placarder sur le logiciel principal par lequel on réfléchissait normalement. Donc celui-là, on l'a mis au réfrigérateur pour utiliser l'autre logiciel qu'on est venu mettre sur notre logiciel original. Et c'est en fonction de celui-là que nous réfléchissons. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils sont trop grands alors qu'ils ne sont rien du tout. Alors, au niveau du Tchad, vous voyez le lac Tchad, c'est encore notre problème. Parce que le lac Tchad, c'est là-bas encore 1 million de barils, jour prévisionnel en situation d'exploitation, 26 000 km², une propriété collective entre le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Mais vous allez constater que le Tchad a 47% de cette surface-là, ça fait 650 km de périmètre. Là-dedans, il y a toutes les espèces sur le plan halieutique, c'est-à-dire les poissons, les hippopotames, les éléphants et toutes sortes d'oiseaux migrateurs qui vont là-bas, mais surtout le pétrole au niveau du lac Tchad. Alors, il y a eu un problème en 1983, c'est lui qui est en train d'expliquer la trajectoire pour Issé-Nabré. Issé-Nabré et Kolimba se sont accordés parce qu'il y a une entreprise américaine qu'on appelle Conoco, qui est aussi une entreprise qui est dans le brigandage international, mais quand même qui a mené une enquête sur le pétrole tchadien et a constaté qu'il y a une faille géologique qui a favorisé plutôt la Centrafrique, ce qu'on appelle en Centrafrique le bloc A, 55 000 km² avec 1 million de barils jour en situation d'exploitation, et que cette faille géologique-là, si on commence à exploiter le pétrole centrafricain, celui du Tchad va vite arriver. Celui des champs de Doba, qui est exploité aujourd'hui, en passant par le Cameroun, sur ce pipeline. Alors, ils ont voulu mettre en place une plateforme de gestion commune, Kolimba et Issé-Nabré, sous les conseils des Américains. Mitterrand s'est fâché, il a dit, écoutez, au nom des accords de coopération, là, le pétrole tchadien, le sous-sol tchadien et le sous-sol centrafricain appartiennent à la France. Arrêtez-moi ça. Alors Kolimba, avec la peur, s'est abstenu, et Issé-Nabré a voulu continuer. Voilà ce qui crée le départ. Justement, l'animosité, et qu'on prépare donc débit
Déby, en 1984, il orchestre ce qu'on appelle le septembre noir là-bas, avec des dizaines de villages du sud rasés. Mais on a connu ça aussi, justement, parce qu'il a commencé à être mal élevé. En 86, on a appelé Déby en France pour aller le reformer dans ce qu'ils appellent souvent un renforcement, les capacités, conduire des troupes aériennes, patati patata. Il va rentrer comme son conseiller militaire, mais comme il s'est appelé entrer par ses couloirs, il savait très bien que cela était la préparation de son départ. Et puis la traque a commencé. Idriss Déby, son frère, a été abattu dans cette traque. Un de ses frères a été arrêté, mis en prison. Déby, lui, s'est échappé pour aller en Libye. Avant de se retrouver au Soudan, là on a préparé donc l'homme pour descendre à une vitesse exponentielle le 4 décembre 1990, chasser celui avec qui il est venu prendre le pouvoir. Et nous connaissons la suite. Donc pour vous parler justement de la trajectoire historique, il faut noter justement comme il disait que Tombal Bay a été le seul civil à être dirigeant du Tchad. Ça n'a été que des régimes militaires positionnés, que ce soit des rebelles, que ce soit ceux qui arrivent comme chef d'État, ça n'a été que des militaires. Jusqu'à ce que aujourd'hui on est en train de voir opposer ça. Donc, il s'agit pour les Tchadiens de savoir que le Tchad, c'est la propriété des Tchadiens, collective de tous les Tchadiens. Ce n'est ni la propriété de la France, ni la propriété des Nations Unies, ni même la propriété de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, le patron de la Commission de l'Union africaine, c'est le patron d'un secrétariat qui doit appliquer les décisions prises par 54 chefs d'État. Donc 97% sont à la solde du brigantage et du banditisme international. Donc l'Union africaine n'a pas agi. Mamad Fakir aurait pu parler lorsque on trimballe sur la Mondovision Kadhafi comme un chien, lorsqu'on a déshabillé Gbagbo devant le monde entier, sa femme la poitrine dénudée devant le monde entier. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Absolument rien du silence radio. Ce qui s'est passé à Guinée-Conakry, personne n'a parlé parce que ça sert les intérêts des bandits internationaux. Maintenant, au Tchad, coup d'état constitutionnel, parce que le chef de l'État là-bas, lorsqu'il devait disparaître, on est défini par la nature du décès. Qu'il décède par voie de balle, pas dans le cerveau, ou bien par voie de maladie et tout, il est remplacé directement dans une transition qui ne doit pas dépasser 60 jours pour organiser une élection à laquelle il ne se présente pas par le président de l'Assemblée nationale. Alors, dans l'ordre protocolaire, si le président de l'Assemblée nationale ne peut pas être candidat, eh bien, on prend son suivant dans l'ordre protocolaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ambassadeur et tous les autres sont allés dire au président de l'Assemblée nationale, et c'est suivant, personne ne broche là-dedans. Il y a une trajectoire qui est définie, donc vous la bouclez. Du coup, le président de l'Assemblée nationale est devenu subitement malade. Lui qui a bouffé l'argent du pauvre contribuable tchadien, en tant que président de l'Assemblée, il ne peut pas assumer ses responsabilités. Vous comprenez très bien. Donc les Tchadiens doivent prendre conscience de ce qui se prépare et mettre en place. Il y a 3 modes de régulation de la vie politique dans un État. Il y a les élections, il y a les accords politiques et il y a la violence politique. Surtout qu'il faut qu'elle soit canalisée. Donc, nous allons également utiliser la sorcellerie africaine pour tous les adversaires qui arrivent à gauche, à droite pour donner des conseils bizarres et bidons. Parce que dès qu'un seul Tchadien décède dans ce qui est en train de se préparer, eh bien, la sorcellerie africaine va être convoquée, les abeilles, les fourmis et tout, dans les ambassades de ces gens-là, pour commencer d'abord, avant qu'on ne prépare nos propres armées sur le plan empirique, afin qu'elles soient fortes justement pour préserver nos intérieurs territoriales. Donc au niveau du Tchad, c'est ça qu'il faut retenir, Stéphane Barga. Il n'y a pas une autre façon de réfléchir. On va libérer, l'Afrique va se libérer. Que les gens montrent qu'ils descendent, c'est ça la trajectoire, c'est ce que je voulais vous dire. Pour dire que ce n'est pas une fatalité au niveau du Tchad. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe au Burkina Faso. C'est pour ça qu'on est en train de jouer avec le Niger et le Tchad en ce moment. Alors, il s'agit de Bazoum, il ne menait pas en sécurité là où il est là-bas, parce que le peuple a décidé de prendre ses responsabilités. Au Burkina Faso, vous voyez ce qui vient de se produire. Donc, il faudrait que vous sachiez qu'au niveau du Tchad, c'est ce qui va se passer et tous les chefs de canton français déguisés en chefs d'État que l'on a dans nos nations vont devoir s'évaporer et nous allons mettre en place justement des dirigeants qui pourront permettre à l'Afrique de s'adresser au monde en toute sincérité sans avoir à froncer les yeux. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas à trembler outre mesure. Merci Patrick Sapak. Il n'y a pas à trembler outre mesure, Cédric Pouga. Alors je vais vous demander une analyse assez... Bref, vu que le temps est parti, malheureusement, comme d'habitude, commence à nous tenir à la gorge. Alors, le sentiment est mitigé lorsque l'on évoque les turpitudes politiques tchadiennes. On a beaucoup d'espoir en la jeunesse du général Mahamat Idriss Déby, mais on connaît le poids des réseaux qui ont pignon sur rue du côté de N'Djamena. On sait le passif avec une certaine puissance
qui justement régule tous les segments politiques et même économiques de la vie de ce pays. Est-ce que Mahamat pourra s'affranchir? La question a été posée, la réponse a été négative, mais pourra-t-il au moins susciter un espoir et peut-être laisser libre cours à cette société civile, à cette nouvelle classe politique incarnée par Success Masra, de pouvoir, elle, dire les choses que peut-être lui n'est pas en capacité de dire? Je pense que, sans être totalement fataliste, je crois que même si le général Mahamat Idriss Déby en avait la volonté, ça prendrait beaucoup de temps qu'il puisse réaliser. Comme son père. Tout à fait. C'est l'ADN politique. Ce sont des schémas qui sont répétitifs. Il n'a pas de coudées franches. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui détient réellement le pouvoir. Le pouvoir est détenu par ceux-là qui sont ses parrains. Et tant qu'il reste dans la ligne conductrice de ses parents, il n'a pas à s'en faire. Et donc, vous comprendrez bien entendu qu'il ne peut absolument rien faire pour les Tchadiens, ou du moins dans l'intérêt des Tchadiens à l'heure actuelle. Il sera certainement président au sortir de la transition dans 2 ans. Nous ne lisons pas dans une boule de cristal, mais les précédents nous démontrent que le classique est en place. C'est récurrent. Et donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, le Tchad, ce que le grand frère Sapak disait tout à l'heure, en réalité, on s'appuie sur nos différences ethniques et communautaires pour tout faire pour nous diviser. Vous comprendrez pourquoi la France, ou du moins l'impérialisme, essaie toujours d'asseoir son pouvoir sur des minorités. C'est-à-dire qu'on fait tout pour donner le pouvoir à une minorité, de sorte que celle-ci n'ait pas suffisamment de coudées franches pour s'affranchir à un moment donné de celui-là qui a la tutelle. Parce qu'aujourd'hui, imaginez qu'on prenne la plus grande ethnie des Arabes chouas, par exemple, au Tchad, vous comprendrez qu'ils auront une assise populaire assez importante pour éventuellement décider de s'affranchir de la main. Non, on va vers, on parle des Agawa, qui sont l'une des ethnies les moins nombreuses au Tchad. On assoit son emprise là-dessus. Ceux-là qui ont le pouvoir savent d'où vient le leur. Et donc, ce mariage incestueux fonctionne et les intérêts des uns et des autres sont pérennisés. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que à un moment donné, ce qui est certain, il y a toujours des points de rupture. Il y a des points de rupture. On arrive, c'est la même chose qui se passe au Mali, c'est la même chose qui se passe au Burkina, c'est la même chose qui arrivera demain au Tchad si rien n'est fait pour endiguer. Merci, c'est des Pouga. Alors, on ne peut pas faire Koulinda Africa sans donner la parole à nos millions de téléspectateurs qui s'impatientent et qui connaissent la formule. Tout ne pourra pas être relayé, malheureusement, mais essayons de prendre une ou deux avant que l'on avance malheureusement vers la fin. Bonsoir aux grands penseurs de ce soir. Mes respects au modérateur Stéphane Barga. Concernant le Tchad, le jeune de la transition est tout simplement un futur massacre du peuple tchadien. L'avenir est très sombre de ce côté-là. C'est Fernando depuis la Guinée équatoriale. Merci à vous de nous suivre depuis ce pays, frère. Bonsoir le plateau. Merci à vous sur le plateau de les mettre à nu ces colons français qui font déjà pitié sur le plan économique. Sapak, super, bravo. Le petit Tchadien naïf est déjà moulé à la franc-maçonnerie. Je pense que son projet constitutionnel est déjà établi par le colon. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi. À quand ces nouveaux dirigeants, monsieur Sapak, alors, téléspectateurs, voudraient bien savoir à quand ce nouveau type d'Africain, Antoine Awana, toujours la même rengaine, lorsque nous épiloguons sur ces trajectoires africaines, on a l'impression que l'Afrique est les pays africains sont ces éternels enfants, éternels assistés, qui n'arrivent jamais à prendre leur destin entre leurs mains. On a l'impression que ceux-là qui sont censés porter les dynamiques africaines, justement, manquent l'occasion de pouvoir être un peu plus cohérents, un peu plus capables de soutenir leur ambition. Qu'est-ce qui manque à ces dirigeants? Qu'est-ce qui manque aux Tchadiens pour pouvoir, une fois pour toutes, dire non à cette trajectoire classique qui a été révélée et rappelée sur ce plateau? Alors, ce qui manque aux Tchadiens, c'est la volonté. Il y a la volonté et il y a le courage. Les Tchadiens n'ont pas cette volonté, ils n'ont pas le courage. Les Tchadiens sont comme des victimes résignées. Ils se disent que
c'est la fatalité, et ils se livrent aveuglement dans la fatalité qui les entraîne. Ça, c'est regrettable. Or, tout ce que l'Afrique a besoin maintenant, c'est une armée vengeresse. C'est une armée qui va venir renverser cette bourgeoisie. Attention, armée qui viendra renverser cette bourgeoisie mercantile, industrieuse et oisive et extrêmement corrompue. Je dis bien extrêmement corrompue. Donc, la corruption n'est pas que matérielle, hein? Elle est même morale, elle est d'abord morale. Alors, la situation, je sais que il y aura un jour où cette armée vengeresse germinera en Afrique et qui va rétablir de l'ordre. Parce que la situation, c'est surtout en Afrique francophone que ce phénomène est en train. Il faut des patriotes. Je dis bien des patriotes. On a vu au Ghana aussi récemment, l'armée arrachait toutes les photos de Akufo à d'autres présidents. Oui. La semaine passée, c'était au Ghana là-bas. Tout à fait. Mais c'est un problème cyclique. Quand l'autre, Jerry Rawlings était là, combien de fois il a fait un coup d'État, il a remis le pouvoir aux civils, et quand il est revenu, vous voyez comment il a fait progresser le Ghana, que ce soit sur le plan politique, économique et sur le plan socio-culturel. On citait les Ghanéens. Mais tant que nous avons ces impérialistes-là, Stéphane Barga, c'est difficile. La monnaie, nous n'avons pas de monnaie. Parce que la monnaie est un instrument de souveraineté. Quand une monnaie est dirigée, gérée par un impérialiste, ben, on n'a rien. Vous allez voir au niveau du choix des hommes politiques au Cameroun, c'est la cellule africaine de l'Élysée qui s'en occupe. Alors, et quand on vient vous voir, on deal avec vous. On vous dit, monsieur Stéphane Barga, si vous voulez être le chef de votre village. Comme vous dites, assez grave. Non, c'est pas assez grave, c'est une réalité objective. On est au Cameroun. Non, j'ai dit, vous n'avez pas dit que tous ceux-là qui s'expriment au Cameroun sur les arènes politiques ont été phagocytés par la cellule africaine de l'Élysée. Écoutez, je vais vous dire une chose. Allez-y, dites-la nous. Ouais, qui est très claire. Cette élite que vous voyez là, c'est quoi? C'est l'élite comprador. C'est une élite comprador. Le mot est clair. Ah ben oui, on attend des instructions de la cellule africaine de l'Élysée. Vous ne pouvez même pas, je vous dis Stéphane Barga, je prends un exemple banal ici au Cameroun. Est-ce que vous savez combien de diabétiques sont en train de mourir parce qu'il manque l'insuline? Alors là, c'est pas... Non, allons-y. Parce que vous parlez d'une élite. C'est l'élite qui patronne. C'est un problème de santé publique. Voilà, je peux prendre des exemples comme ça partout en Afrique. Voilà, je peux prendre des exemples partout. Regardez au Tchad. Regardez N'Djamena, la ville N'Djamena, la capitale. Vous connaissez le quartier qu'on appelle Chagua? Vous le connaissez? Parfaitement. Moi, j'y allais, il y a une petite boîte de nuit là-bas que j'affectionnais, Chagua 5/5. Mais c'est là où toute la mafia, et je vous rappelle que c'est là où il y avait les marabouts de Boko Haram. Moi, je l'ai dit au général Didi, je cite les noms ici, à l'ANS. Qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez quoi? Mais c'est grave pour l'Afrique. Il faut une armée vengeresse qui va venir renverser toutes ces choses-là et mettre hors l'état de nuire cette France qui nous a martyrisés depuis, en Algérie, ça fait combien de colonisation, combien d'années? 7 siècles de colonisation et 7 ans de guerre de libération. Vous comprenez un peu? Combien les Français ont massacré des Camerounais? Alors, on va prendre des exemples comme ça. S'il vous plaît. Mais attention, M. Stéphane. L'objectif de Koulinda, c'est nous travaillons. Parce que quand, j'aime citer le chef d'État. Je vous en prie. Quand Obiangema prenait le pouvoir après avoir fait un coup d'État à son oncle, Macias Ngama Biron, il disait quoi? Pour une Guinée meilleure, El Goberno. Pour une Guinée meilleure, le gouvernement. Bon, alors nous voulons une Afrique meilleure. Justement, et pour une Afrique meilleure, il faut des hommes qui sont capables de constituer ce que j'appelle ici une armée vengeresse. Alors, qui va venir vraiment secouer, protéger les États africains qui sont encore fragiles et qui sont extravertis. Tout c'est la France, Vous voyez même que les costumes que nous portons là,
Si ce n'est pas Pierre Cardin là, on dit que vous ne vous habillez pas. Mais vous voyez l'impérialisme, comme disait, le capitaine Sankara. Mais c'est ça l'impérialisme. Voilà ce que je porte là, c'est l'impérialisme. Oui, vous êtes impérialiste. Oui, voilà. Merci à toi d'avoir. Patrick Sapak, on s'achemine vers la fin. Merci à la haute hiérarchie qui nous a accordé ces crédits de 10 minutes. Vos souhaits ont été exaucés. Merci. Je vais dire merci au PDG. Il ne m'a jamais rien refusé, mais il a démontré à mon infusion. Merci PDG. Vous avez mon bonsoir républicain. Merci. Alors, Patrick Sapak, nous parvenons encore à sourire sur ce plateau du côté de N'Djamena et de la nouvelle génération. L'avenir est pas très réduisant, à moins qu'il y ait cette armée vengeresse qui est appelée de tous ses voeux par Antoine Awana. Nous, on souhaite peut-être qu'il y ait cette classe politique différente des autres qui sera en capacité de s'affranchir de ces liens parfois compliqués avec ces puissances occidentales. Est-ce que vous qui connaissez bien ces pays, vous avez l'impression qu'il y a cette fibre panafricaniste-là qui est en train de germer du côté de N'Djamena et ses alentours? Oui, il y a cette fibre, mais elle est résiduelle. Résiduelle parce que, je vous ai expliqué au départ, quand je vous donnais les deux aspects qui gouvernent la réalité historique, qu'il y avait d'abord le pan de l'histoire, avec des acteurs choisis qui mettent des informations par écrit, qui sont diffusées au niveau de chaque citoyen du monde par ce qu'on appelle les masses médias, contrôlés par Reuters, qui a été mis en place en 1851 pour contrôler tout ce qui est média, parce qu'ils emploient 2500 personnes, 2500 journalistes, près de 600 photojournalistes, et ils sont partout. C'est-à-dire que dans ce studio, dès qu'un incident se produit tout de suite, Reuters est au courant, à la City, à Londres, c'est leur siège. Donc ils contrôlent tous les médias. Donc, dans ce que vous encastrez, dans ce que vous appelez les lignes éditoriales, s'il n'y a pas de rébellion. Patrick Sapak, oui. Je vais vous demander je vais vous demander votre comment je vais dire ça, je vais solliciter votre tempérance, mais relayer un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Oui, je vais vous demander une réponse précise. Alors, bonsoir, chers frères. Passer son temps à accuser la France et les Occidentaux de toute notre turpitude, c'est irresponsable, voire infantilisant. Expliquez-moi comment la France va venir donner de l'eau potable à Yaoundé. Le b.a.-ba du début du pragmatisme est l'analyse diagnostique. Je vous donne 1 minute pour répondre à cette intervention. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises. Oui. Celui qui le dit, ça veut dire qu'il ne suit pas les débats que nous produisons. C'est une analyse complète, diagnostique, parce que j'ai toujours dit qu'il y a deux responsables du marasme de l'Afrique, c'est-à-dire les bandits et les brigands internationaux et les bandits nationaux, qui sont choisis par les bandits internationaux. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on explique tous les jours ici. C'est ce qu'on est en train d'expliquer pour le Tchad. Depuis la trajectoire historique, et les dirigeants ont été choisis tour à tour par la France, même s'il fallait tuer tout le monde. Au niveau du Cameroun, dont on parle, il y a eu 600 000 morts du mois de mai jusqu'en décembre 1955 parce qu'il fallait absolument éliminer les Oumyobé, les Félix Moumier, les Ernest Ouadier qui portaient la vraie existence et faire susciter Amadou Aïdio à travers les mécanismes perfides. On a eu 600 000 morts, donc 90% des Bamileke, c'est lui qui parlait de l'instrumentalisation des irrédentismes ethnico-tribaux. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Nous savons aujourd'hui, lui qui est en Côte d'Ivoire peut attester de ce qu'on est en train d'expliquer ici, parce que pendant 10 ans, Gbagbo n'a pas prélevé un seul impôt dans le Nord, parce qu'il y avait, on a longtemps expliqué la crise ivoirienne, pour montrer qu'il fallait absolument que ce soit Ouattara ou Ouattara. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée, c'est jusqu'en 2175 que les jeunes générations vont devoir payer la dette que Ouattara a fait contracter à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, mais Ouattara n'a pas été choisi par les Ivoiriens, il a été choisi par la France et ses amis. Et c'est pour ça que je disais que Gbagbo a été déshabillé devant le monde entier. On a couvert les élections, nous étions en Côte d'Ivoire pendant ces élections en 2010, on a vu très bien la mascarade. Donc, merci, voilà. Donc il y a deux responsables, deux groupes de responsables, les bandits internationaux et les bandits nationaux qui sont choisis par les bandits internationaux. Merci. Alors, maintenant, il s'agit, je sors pour cette question, rapidement. je sors pour vous dire que dans un village, je l'ai même déjà dit ici, que dans un village, lorsqu'on vous dit qu'il y a un arbre qui crée des problèmes, vous voulez éradiquer le problème, il ne s'agit pas de couper les branches, les fruits et les herbes parce que tout ça va repousser. Ce qu'on disait tout à l'heure,
c'est-à-dire la opposition politique, mais il faut dessoucher et déraciner l'arbre. Alors dans le cas d'espèce, l'arbre là qu'il faut déraciner et dessoucher sont les brigands internationaux portés sur l'espace francophone. Alors, merci, j'étais en train de pour la question. Les 10 minutes accordées, j'avais pris 1 minute pour que je réponde au gars de la Côte d'Ivoire. Je sors. Pour dire, parce qu'il faut bien que nous sommes sur le plan politique. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en train de promouvoir la guerre au Tchad. Non. Au Tchad, il y a un schéma. C'est-à-dire le forum, nous l'avons même dit, le forum républicain de réconciliation nationale qui sera structuré par la plupart des représentants des composantes sociologiques du pays, avec pour seule mission de faire le bilan sans complaisance à la gestion politique, économique, sociale et culturelle du Tchad depuis l'avènement de Tombalbaye à la tête du Tchad, jusqu'à date. Deuxième chose, il faut une assemblée constituante, qui est une assemblée dérivée telle qu'il expliquait, qui va avoir la mission de la préparation d'un projet de constitution qui va être soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire. Donc, à partir de ce moment-là, tous les autres cadres juridiques vont arriver, ça va empêcher qu'on ait un instrument de gestion des élections qui n'est même pas encore mis en place parce qu'il va être pensé dans les 24 mois pour qu'il puisse aider l'escroquerie politique. Donc, tout ce cadre juridique va permettre d'éviter, je sors par là, la non-contestation du verdict des urnes, l'alternance véritable à la tête des populations, mais surtout la légitimité qui manque à tous les États d'Afrique francophone parce que tous ces États-là sont dirigés par des chefs de canton occidentalo-français déguisés en chemin. Merci. Alors, bonsoir Stéphane. Le panel de ce soir est parfait. Ce qui se passe au Tchad est désolant pour l'Afrique. Il nous faut faire attention au Cameroun avec l'arrivée du général ambassadeur dans certains pays. Pour la succession qui se prépare. Alors, on va revenir dans 2 semaines. On va... bonsoir Stéphane Barga, je vous prie de justement, le téléspectateur nous implore de revenir sur la situation au Cameroun. Dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, le temps de faire des investigations préliminaires. Nous avons toutes les indications. Oui. Bonsoir, je m'appelle Daïna Salma François, je suis en train d'écouter votre débat depuis N'Djamena au quartier Chagua. Mohamed Kaka ne peut rien faire pour nous. On va descendre dans les rues pour espérer un changement. Merci à vous pour ce message. Patrick Sapak ne raconte pas la vérité sur la Côte d'Ivoire. C'est le téléspectateur ivoirien qui revient. On va essayer de... Non, on va lui répondre. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués à toujours conclure en cascade. Oui. Le temps accordé par le PDG est largement dépassé. Dépassé, c'est vrai. C'est que c'est lui de la Côte d'Ivoire là. Oui. C'est lui qui parle là. Je vais parler comme les Ivoiriens. Toi, voilà que tu parles là. Est-ce que tu sais que toi là, ni tes chefs d'État, ni tes ministres là, n'ont pas ce qu'on appelle, ils n'ont jamais rien inventé. Ni la poudre, ni la boussole, ni les guilles. Vous allez donner l'eau aux populations avec quelle technologie? Merci. Vous allez donner de la nourriture aux populations avec quelle technologie? Vous n'avez même pas la monnaie. C'est pas l'éco qui viendra faire les miracles pour que vous ayez la possibilité. Voilà. Tout est contrôlé par cette France que vous voulez à tout prix protéger. Mais c'est vous. C'est de l'imbécilisation. C'est de l'infantilisation. C'est de la vassalisation. Merci. On a la Côte d'Ivoire. On a été là-bas. Merci. On sait ce qui se passe à Yamoussoukro. On sait ce qui se passe à Douekoué. On sait tout ce qui s'est passé. Mais alors, Ouattara avec Guillaume Soro. On revient plus sur le débat. Non, vraiment, Patrick Sapak, Cédric Pouga, je ne peux que vous dire merci d'avoir une fois de plus contribué à faire vibrer cette plateforme panafricaine et panafricaniste dans les idées, dans les concepts. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi Colline d'Africa. Nous sommes véritablement au service des divergences, au service de l'Afrique telle qu'elle se présente. Nous nous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 21h pour toujours être en situation de protection de l'Afrique. C'est ça Colline d'Africa. Bien le bonsoir et excellent début de week-end.